bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission La Réflexion 100% politique. C'est avec plaisir, justement beaucoup d'amour, que je reçois aujourd'hui un jeune juriste spécialiste en droit pénal et criminologie. Il faut ajouter aussi un analyste politique avec lui. Nous allons justement parler de ces deux thématiques, notamment la nomination du Premier ministre, donc c'est-à-dire qu'un nouveau locataire à la primature, et deuxièmement on parlera de la sortie, n'est-ce pas, de ces nouveaux gouvernements qui se prévoient dans les jours qui viennent. La personne en question, il se nomme Jean-Claude Yalengue. Déjà très rapidement, je lui dis bonjour. Bonjour monsieur. En forme, d'ailleurs je suis très ravi parce que tu as répondu favorablement à notre invitation, parce que moi je ne m'attendais pas que tu allais venir, d'autant plus que tu as beaucoup d'occupations, mais au moins quand même tu as répondu présent. Bon, au fait, je ne pouvais que honorer cette invitation étant donné que c'est la première de fois et que je sois invité dans votre émission. Alors pourquoi ne pas et ne pas répondre favorablement à cette table de réflexion où il faut cogiter sur des questions et des tas pour ramener la conscience des uns des autres à la raison. Déjà, Jean-Claude Yalengue, je rappelle que vous êtes juriste spécialiste en droit pénal et criminologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez, n'est-ce pas, analyser ou soit parler de ce qu'on est en train de vivre actuellement dans nos institutions. Parce que quand je parle des institutions, là, automatiquement, j'ai fait allusion à l'Assemblée nationale et au Sénat avec cette, je ne sais pas si je peux appeler ça une nouvelle ligne de conduite qui, n'est-ce pas, qui vient d'être installée dans ces institutions avec cette histoire de candidats uniques, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a Vimboso, candidat unique, Jean-Marc Aboun, candidat unique, et de l'autre côté, au Sénat, on a vu... Moi, je pense que nous ne sommes pas encore dans la totalisation de la conception de la notion de l'état de droit. Et comment et pourquoi? Au fait, faudra-t-il rappeler de prime abord que la question de l'état de droit suppose les droits au-dessus de l'État, en d'autres termes, le respect des textes impératifs et le respect des éléments constitutifs de la question de l'état de droit ou encore de la démocratie. Ici, je fais beaucoup plus allusion aux élections. Il est vrai que les élections s'organisent, mais les élections dans un état dit de droit ne doivent pas être formalistes. Lorsque je fais allusion à la notion du formalisme in concreto, je vois ici plus précisément cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire. Parce que lorsqu'il faut parler d'une élection à candidat unique, c'est une élection formaliste. Alors, de qui se manque-t-on? Lorsque déjà vous avez votre carte à pouvoir jouer et que vous la jouez et sans pour autant qu'il y ait cette dualité ou ces chocs dans le cadre du processus électoral, nous nous disons c'est une façon de pouvoir se moquer du peuple parce qu'on joue sa carte, mais au lieu que l'on puisse dire que c'est une nouvelle dictature et qu'il ne dit pas son nom, on se cache derrière la notion de l'élection. Nous en dénonçons parce que les choses doivent être transparentes et respectant la notion de l'élection au sens clair du terme, nous avons dit. Mais dans la logique des choses, aujourd'hui, à la tête, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, nous avons comme président Félix Antoine Tshisekedi. Il est le ressortissant, n'est-ce pas, de l'IDPS, malgré qu'actuellement, il n'a plus une connotation d'un parti politique. Mais au moins, nous tous, nous le savons bien que non, il est le ressortissant de l'IDPS, un parti qui a milité, un parti qui a, n'est-ce pas, milité pendant pas mal d'années. Je ne sais pas si je peux dire 34 ou 35 ans, comme ça, si j'ai encore une bonne mémoire. Et ces partis politiques a milité, n'est-ce pas, pour mettre sur pied un état de droit. Mais au regard de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ne voyez-vous pas que non, le chef de l'État lui-même aussi risque, n'est-ce pas, d'être traité au grand jour comme son prédécesseur. Donc c'est comme s'il n'a pas pu, n'est-ce pas, de mettre sur pied dans tout son objection, en réalité, cet état de droit. Parce que la pratique, n'est-ce pas, la réalité, au regard de ces pratiques, la réalité, n'est-ce pas, nous pousse à dire que le chef de l'État risque, n'est-ce pas, de naviguer à vide par rapport à sa vision, n'est-ce pas, de mettre sur pied l'état de droit. Je suis d'abord très content que vous-même vous constatiez que au-delà du discours, au-delà de la beauté
du discours qui se tient ces derniers temps sur la question de l'état de droit, au-delà des apparences, constatons une autre réalité, laquelle réalité éloigne le chef de l'État par rapport à ces discours qu'il tient concernant la question de l'état de droit. Comment? Parce que justement Félix Tshisekedi, étant que démocrate, comme vous l'aviez dit, parce qu'il sort de l'UDPS. L'UDPS hier, c'était un parti politique de l'opposition qui a eu à pouvoir tirer à boulet rouge à pas mal de régimes politiques que nous connaissons ici et en République démocratique du Congo. L'exemple beaucoup plus éloquent, c'est celui de Mobutu. Il a été taxé de tous les noms d'oiseaux, combattu par le fait Étienne Tshisekedi. Félix lui-même est venu avec l'ex-régime de la Kabylie. Combien ce régime n'a jamais été taxé de dictateur? Combien ce régime a été taxé de tous les noms d'oiseaux et parce qu'il ne respectant pas les notions de la démocratie? Ça, c'était quel parti politique? C'était l'UDPS, avec comme Félix Tshisekedi à sa tête. S'il faut que l'on puisse placer Félix Tshisekedi en lieu place de Kabila, qui doit commencer à organiser au sein des institutions aussi clés qu'elles soient de la République, je fais ici allusion au Parlement. En l'occurrence, la Chambre basse, parce que le Parlement, vous allez sans ignorer que le Parlement est bicaméral. C'est-à-dire, le Parlement est composé de deux chambres. Nous avons la haute chambre qui est le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale qui est la basse chambre. Alors lorsque ces institutions clés qui sont appelées à pouvoir constituer les contrepoids du gouvernement et se voient dotées des candidats déjà prédéfinis et par un démocrate et des surcroît de par ses discours, c'est aberrant. C'est regrettable, c'est réprochable parce que nous on s'attendait peut-être à une élection où nous avons vu des candidats postuler et finalement l'un d'entre eux devra gagner les combats. Voilà, donc c'est regrettable. L'état des droits est aujourd'hui formaliste et l'avancement de l'état dit démocratique fait des pas en arrière. Donc on avance à un pas vers l'état de droit et on recule à 4 pas. Voilà et mon opinion qui reste qu'un point de vue qui ne vit par rapport à un point. Quoi, le juriste, M. Jean-Claude Nialengue, j'ajoute que vous êtes encore professeur à l'INEKIN, mais avant de fermer ces chapitres, on constate aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous avons deux camps. Quand je parle de deux camps, je fais allusion à l'opposition, ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité par rapport aux députés et certainement aussi au niveau des Sénats. Mais quand déjà les députés eux-mêmes, ils ont, n'est-ce pas, accepté de voter que pour un seul candidat, mais ne voyez-vous pas que non, quelque part, même les opposants, eux aussi, ils sont, n'est-ce pas, des mèches avec ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont censés, n'est-ce pas, de dénoncer, de parler, n'est-ce pas, ce qui ne marche pas. Mais du fait qu'ils ont joué au silence radio à l'Assemblée nationale et au Sénat, ne voyez-vous pas que non, c'est comme si eux-mêmes, ils sont, n'est-ce pas, en train de piloter quelque chose qu'il ne fallait pas. Et maintenant, en 2023, ils seront le premier, n'est-ce pas, à décrier que non, et voilà, Félix l'a fait ceci. Mais pendant qu'on est en train de voir les choses en train de se dérouler, et ils sont, n'est-ce pas, en train d'accompagner tout ce qui est comme bavure. Ne voyez-vous pas que non, c'est comme si eux-mêmes, ils sont en train, n'est-ce pas, de jeter ce qu'on appelle. Donc, de faire toutes ces choses-là, votre point de vue par rapport à ça? Bon, et merci. Et je commence par rectifier un topo ici tenu par vous. Je ne suis pas encore un professeur d'université, et moins encore de l'université de Kinshasa, parce que je travaille en collaboration avec un professeur de l'université de Kinshasa, mais personnellement je suis un assistant d'université, à l'occurrence l'université Révérend Kim. Revenons à ce qui nous concerne. Vous savez, aujourd'hui, on assiste à ce que je pourrais taxer en mon langage propre d'un complot contre l'État. Parce que lorsque même les députés, bon, d'ailleurs, je risque même d'être tenté de pouvoir remettre en cause leur casquette de députés, tantôt nationales ou provinciales, et parce que lorsqu'ils ont été élus, et ce n'est pas pour aller servir des individus, moins encore c'est servir soi-même ou servir leur ventre, mais c'est pour servir le peuple ou encore l'État congolais. Mais lorsqu'ils arrivent, et parce que
le président ayant les pouvoirs dissoudre l'Assemblée nationale et qu'ils sentent déjà cette chaleur de la dissolution de l'Assemblée nationale au cas où l'on provoquerait un conflit entre les gouvernements et les parlements, ils n'avaient pas de choix parce qu'ils sont partis servir leur ventre. Alors, ils se sont dit, accepter de manière aveugle la proposition du président pour pouvoir l'accompagner à pouvoir atteindre sa vision d'une union dite sacrée. J'ai dit une union dite sacrée parce que même l'union des sorciers reste sacrée, même l'union de ceux qui se complotent contre le peuple est sacrée par rapport à eux, parce que nous posons la question sur la question de la sacralité de cette union-là. À quoi consiste concrètement la sacralité de l'union dite sacrée, et tant que les députés, les sénateurs ne font que accompagner une vision. Donc, à vous entendre parler, donc vous voulez dire que l'union sacrée ne va pas, n'est-ce pas, répondre à l'attente de la population, donc dans ce sens-là. Vous avez tout dit pour y répondre aux attentes de la population, et tant que ce sont les mêmes figures, ce sont les mêmes personnes qui sont considérées comme des amis des destructeurs. Je parle des amis des destructeurs parce que nous en sommes sans ignorer de tout ce que nous avons vécu les années antérieures avec le régime Kabylie. Dis-moi, est-ce que ces personnes ont changé de face? On peut tenter de nous faire croire qu'ils ont changé d'esprit. Nous ne pensons pas. Ce sont des loups en peau de brebis qui ne courent que derrière les postes et quoi faire, sinon ça pouvoir jouer à la malignité et garder l'incognito pour pouvoir tenter faire croire qu'ils sont devenus des anges de lumière. Mais pourtant, ce sont des véritables ennemis du peuple congolais. Nous les reconnaissons. Mais comme Félix a dit, faire une union avec eux, nous ne voulons pas que demain ou après-demain, à la fin de son mandat, qu'ils viennent nous faire des litanies d'explications, parce que nous allons être au rendez-vous avec la notion de la tolérance zéro. Maintenant, passons justement à l'ordre du jour. Quand je parle d'ordre du jour, j'ai fait allusion au sujet, à notre deux thématiques dont j'avais parlé en liminaire au commencement de mon émission. On avait parlé de la nomination de ces nouveaux premiers ministres, donc la primature a un nouveau locataire, à la personne de Sama Lukonde, nommé par les chefs de l'État. Et c'est autour de ça que nous allons, n'est-ce pas, analyser encore une fois de plus avant d'entrer dans les toutes dernières thématiques de notre émission. Aujourd'hui, à la primature, on a Sama Lukonde comme Premier ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'en nommant ces premiers ministres, les chefs de l'État peuvent, n'est-ce pas, croire, soit les chefs de l'État peuvent s'attendre à l'amélioration de la vie des Congolais en nommant ces premiers ministres? Messieurs les journalistes, une question me saute à l'esprit. Qui avait nommé l'ancien Premier ministre qui venait de sortir? Qui l'avait nommé? Vous me répondrez que c'était le chef de l'État. Mais au finish, qu'avons-nous constaté? L'un qui accuse l'autre et l'autre qui accuse celui-là. On ne sait pas alors nous sommes dans quelle république. Aujourd'hui, il y a Sama qui vient d'être nommé. Nous nous posons la question de savoir, par souci de clarté, c'est sur base de quels critères le chef de l'État l'a-t-il nommé? D'autant plus que, parce que moi je suis constitutionnaliste d'esprit, ou bien en d'autres termes, j'aspire et je respire le constitutionnalisme, comme pour dire le respect strict de ce que prévoit la Constitution. La Constitution dit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Une question se pose. Est-ce Sama est sorti d'une majorité parlementaire? A-t-il été nommé sur base d'un critère objectif basé sur les compétences, ou soit il a été nommé par des critères subjectifs basés sur... Et il va falloir entrer dans les méandres du sujet pour répondre à la question de si, oui ou non, le nouveau locataire de la primature et pourra répondre à la question de ce que demande le peuple. Je m'en vais rappeler de prime abord que
Même le PP qui venait de sortir, Ilunga Ilukamba, il a été toujours nommé par les chefs de l'État. Le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, l'avait fait confiance. Mais nous avons assisté à une théâtralisation des institutions. Nous avons assisté à une comédie qui a consisté à pouvoir immoler les desiderata du peuple ou les attentes du peuple. Il a des compétences ou des qualités que le chef de l'État a découvert sur sa personne. Question mark. Bon, que voulez-vous? Le peuple congolais n'attend que sa part. Depuis comme toujours et avant, le peuple a faim, le peuple est chômeur, le peuple a la crise, le peuple ne cesse de pouvoir vivre que par ses larmes. Cette fois-là, il n'attend que la fin de son mandat pour pouvoir sanctionner, soit positivement, soit négativement par les retraits de confiance, le régime Fati, nous avons dit. Juste à la fin de notre émission, Jean-Claude Nyalengue, votre mot de la fin, parce qu'aujourd'hui le gouvernement est en gestation. Qu'est-ce que vous pensez à ce gouvernement? Votre mot de la fin. Au fait, Bahati avait consulté, le président de la République avait consulté, nous restons optimistes, attendant voir venir ce qui viendra, et par rapport aux attentes du peuple congolais. Nous le souhaitons bonne chance. Probablement notre invitation. Et chers fidèles téléspectateurs, ça n'est fini avec notre émission La Réflexion 100% politique. C'est par ici que nous bouclons. On se retrouve prochainement pour en parler de ce gouvernement qui est en gestation. Le jour où on va, n'est-ce pas, connaître ça en noir sur blanc, les gens qui constitueront ce gouvernement. Donc on en parlera dans les jours qui viennent. Mais dans ce net moment, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Et portez-vous bien, protégez-vous contre le coronavirus, la maladie, n'est-ce pas, contagieuse. Ce n'est pas, n'est-ce pas, de porter les cache-nez, c'est pour votre intérêt et aussi pour vous protéger et également protéger ceux qui sont autour de vous. Au revoir.